Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va essayer de faire la correction de l'exercice que je vous ai envoyé dans le groupe. C'est un exercice qui traite la mission Apollo. Vous allez trouver le lien de cet exercice sur la même chaîne. En février 1971, la mission américaine Apollo 14 devient la 8e mission habitée du programme Apollo et la 3e à se poser sur la Lune. Lors de cette mission, un des astronautes, c'est Alan Shepard Jr., installe un réflecteur de lumière sur le sol lunaire et réalise aussi un rêve, c'est de jouer au golf sur la Lune. Les données de l'exercice, la célérité de la lumière dans le vide et dans l'air, c'est la constante connue. La constante gravitationnelle G, c'est 6,67 10-11 mètres au cube, kilogramme moins 1, seconde moins 2. La valeur de champ de pesanteur terrestre G indice T, c'est 9,81 newton kilogramme moins 1. La Terre et la Lune sont supposées sphériques. On donne la masse de la Terre, la masse de la Lune et aussi le rayon de la Terre et le rayon de la Lune. Première question qui est liminaire, la mesure de la distance Terre-Lune. L'expérience laser-Lune de l'Observatoire de Côte d'Azur OCA a pour objectif la détermination précise de la distance Terre-Lune et de ses variations. Donc le schéma que nous avons ici, c'est il y a la Terre, il y a la Lune, et de là à là, c'est la distance Terre-Lune. Sur cette surface-là, il y a un réflecteur. C'est un miroir, c'est un ensemble de prismes. Là, c'est M, pour simplifier la schématisation. Donc, un rayon qui part de la Terre et se réfléchit. Et on peut, le laser et le système de détection avec horloge. Il y a une horloge ici qui est capable de déterminer la durée du va-et-vient de cette impulsion de laser. Donc le principe de la mesure est de déterminer la durée grand T d'un aller-retour d'une impulsion laser émise du sol terrestre vers le réflecteur lunaire, qui est composé de nombreux prismes qui jouent le rôle de miroir. La lumière est réfléchie dans la même direction que le rayon lumineux incident et on en déduit la distance dTL, séparant la Terre de la Lune. La valeur moyenne de la distance Terre-Lune étant d'environ 3,84 10 à la puissance 8 mètres. On prévoit un intervalle de temps T de la valeur moyenne de quelques secondes entre l'émission d'impulsion et la réception du signal de retour correspondant. Actuellement, la distance Terre-Lune peut être déterminée avec une précision de 5 mm. Ce texte-là, c'est un documentaire donné par le site Culture Sciences Physiques nslyon.fr. La première question. Montrer que l'information donnée dans la présentation de l'exercice concerne la durée T est correcte et justifier cette réponse. Donc, mesure distance là. Mesure distance Terre-Lune.
Donc, pour vérifier l'affirmation, on prévoit un intervalle de temps de quelques secondes entre l'émission et la réception. Il suffit d'utiliser une relation que la vitesse est égale à la distance sur delta de t. Mais là, la distance parcourue par cette impulsion de laser, c'est 2dTl sur delta de t. Ce delta de t n'est autre que ce t donné dans l'exercice. Et de là, on tire que d, la distance Terre-Lune, est égale à c. Donc, on détermine t est égal à 2t, L sur c. Application numérique, c'est 2 fois 3,88, 84, 10 à la puissance, les données 8, sur la valeur de c, c'est de 9, 9, 7, 9, 2, et 4, 5, 8. Et ça donne une valeur de 2,56, 2,65 secondes. 2,65. Je reprends avec les calculatrices. C'est 2,56. Donc, cette durée ne dépasse pas 3 secondes. Donc, on est conforme avec la proposition. Ce résultat est bien en accord avec l'affirmation donnée dans le texte. La deuxième question. La deuxième question, ça concerne la précision. C'est une question pour nous, pour notre programme qui est facultatif, parce qu'on n'utilise pas les incertitudes relatives et la précision. Dans la deuxième question, les incertitudes relatives à la distance dl et la durée delta de t s'expriment par la relation suivante. Ça, c'est une relation qui est donnée. 1, 2. Donc, U, l'incertitude sur la distance Terre-Lune sur D Terre-Lune est égale à l'incertitude sur T sur T. Voilà, cette formule a été donnée, où D, UDTL et UT sont les incertitudes absolues sur la mesure de la distance Terre-Lune, et D et UT, c'est l'incertitude sur la mesure de la durée. On donne ici un tableau dans lequel on précise quelques horloges qui permettent la mesure, le type d'horloge et la précision relative de chacune de ces horloges. L'horloge en quartz, la précision relative est 10 à la puissance moins 9. L'horloge atomique au césium, sa précision au 10 à la puissance moins 16. Et finalement, l'horloge optique, sa précision est de 10 à la puissance moins 18. Ça veut dire, cette précision relative, qu'on peut arriver à un chiffre une précision sur le dernier chiffre, le 9e chiffre après la virgule, l'autre le 16e, et ainsi de suite. Donc la question, quel type d'horloge faut-il utiliser pour obtenir une distance TL précise à 5 mm près et justifier ce choix-là? Donc la première des choses, c'est on doit calculer cette incertitude relative, c'est U de T sur T est égal à U de DTL sur DTL. Donc je remplace cette certitude-là, l'incertitude relative, c'est 5 mm, c'est 5 10 moins 3, divisé par la distance Terre-Lune qui est 3,4.
8, 4, 10 à la puissance 8. Et de là, par simple calcul, on obtient presque 10 à la puissance moins 11. 10 à la puissance moins 11. Ça veut dire la précision se porte sur le 11e chiffre après la virgule pour travailler dans ce domaine-là. Si nous revenons aux horloges, nous voyons que l'horloge en quartz, c'est 10 moins 9. C'est-à-dire, il ne peut donner une précision qu'au 9e chiffre après la virgule. Mais là, on veut une précision qui dépasse le 9e, c'est jusqu'au 11e chiffre après la virgule. Donc, l'horloge en quartz n'est pas adaptée à cette mesure-là. Donc, on peut utiliser soit l'horloge atomique de césium qui a une précision de 10-16 ou une horloge optique qui a une précision de 10-18. Voilà cette partie-là qui concerne propagation d'une onde lumineuse et calcul de la distance parcourue dans cette première partie. La deuxième partie, c'est le golfe lunaire. Donc, j'écrirai là que l'horloge à quartz n'est pas adaptée à cette mesure. Voilà. Donc cette précision relative qui est de 10-11 ne permet pas d'utiliser une horloge à quartz. On doit recourir à une horloge atomique au césium ou optique. Donc la deuxième partie, c'est l'interview de l'astronaute Alain B. Shepard Jr. dans une interview, ses propos. 10 ans après votre premier vol, vous êtes allé sur la Lune Apollo 14 en 1971, où vous êtes livré à un exercice assez original. Oui, j'ai joué au golf sur la Lune. J'ai failli rater la première balle parce que j'étais gêné par ma combinaison spatiale et il a lamentablement échoué dans un cratère tout proche. La seconde, grâce à la faible gravité, est partie de quelques kilomètres à des kilomètres et des kilomètres sans bruit, semblant ne jamais vouloir se poser. Donc là, dans cette question, cet astronaute a été interviewé à propos d'un exercice qui a réalisé, c'est de jouer de golf. Il a constaté que la distance qui a pris la balle n'était pas ordinaire comme il le faisait sur Terre. Et il a été gêné par sa combinaison qui était très lourde. Et aussi que cette balle, en se déplaçant, elle se déplace sans faire de bruit. Et il prend des distances. Il a même pensé que cette balle ne s'arrêterait pas. On va essayer de poser des questions sur ses propos. Donc c'est une interview faite le 29/6/1995 d'après la Libération. Dans cette partie, on souhaite vérifier quelques-uns de ces propos formulés par l'astronaute lors de l'interview. De 1, donc on fait la deuxième partie. De 1. Interaction gravitationnelle lunaire. Faites un schéma d'un objet de masse m
à l'altitude h au voisinage de la Lune en représentant le vecteur unitaire U orienté de l'objet vers le centre de la Lune, le vecteur force F modélisant la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur l'objet, donner l'expression vectorielle de cette force d'interaction gravitationnelle en fonction de G, de M, de grand M L, de H, de RL et de vecteur unitaire U. Donc, c'est la même schématisation que nous avons utilisée lors de l'étude d'un satellite artificiel en orbite à une altitude H par rapport à la Terre. Sauf ici, on aura, ici c'est la Lune, et là un objet de masse M à une altitude H, et là on aura RL, les rayons de la Lune, et cet objet-là de masse M se trouve à une altitude H. Donc, ce qu'il nous demande, le vecteur unitaire orienté de l'objet vers, donc U, ça sera, voici le vecteur unitaire, le vecteur force modélisant la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur l'objet. Donc je mettrai là envers F de L sur S, c'est ce solide-là, S de masse petit m. Donc il a une droite d'action qui est portée par le centre de gravité de la Lune et le centre de gravité de la masse, orienté vers, on sait d'après la troisième loi de Newton que les interactions gravitationnelles, les deux forces qui s'exercent entre les deux corps, une force mutuelle, et cette force-là, on va donner son expression vectorielle, F, exercée par la Lune sur le corps S, est égal à G fois grand M L fois petit m sur la distance qui sépare les deux centres de gravité, ça sera RL, plus H, le tout au carré porté par U. Vous voyez que le vecteur force et le vecteur unitaire sont collinéaires du même sens, et par la suite, c'est pas comme nous avons vu dans le cas de loi de Kepler et mouvement d'un satellite autour de la Terre, où le vecteur unitaire est centripète, et par la suite on aura ici un moins. Faites attention au vecteur unitaire utilisé pour exprimer le vecteur force. Voilà, donné avec G, ML, petit m, RL, H au carré et U. Voilà la question, cette question de 1. De 2, donc je mettrai ici, le schéma il est à côté, mais la force F exercée par la Lune sur S est égale à G, grand M L, fois petit m sur RL plus H au carré, porté par le vecteur unitaire U. De 2, champ de pesanteur lunaire. De 2, champ de pesanteur lunaire. Donc, première question 221. Là, c'est lunaire. 221. En faisant l'hypothèse que le poids sur la Lune est égal à la force d'interaction gravitationnelle, donnez l'expression vectorielle de G indice L du champ de pesanteur à une altitude H en fonction des données de l'exercice. Donc, en première approximation, un objet d'interaction, le champ de pesanteur à une altitude H, oui.
Donc, en première approximation, on peut dire que le poids est égal à ce FL sur S, évidemment, en supposant que la rotation, on néglige la rotation de la Lune autour d'elle-même, et par la suite, ça sera M fois GL est égal à G fois grand ML fois petit m sur RL plus H au carré pour T par U. Et on simplifie par M, ça nous donne G indice L est égal à G fois grand M L sur RL plus H, le tout au carré porté par le vecteur unitaire L. Cette intensité de pesanteur lunaire ne dépend que de la constante de gravité, la constante universelle G, la masse de la Lune et la distance à laquelle on évalue cette valeur-là. Donc 222, calculer la valeur de champ de pesanteur GL à la surface de la Lune. Il suffit de noter ces 222. C'est en quelque sorte G0L qui est égal à G, grand ML, à la surface lunaire, H est égal à 0. Ça sera RL au carré. Il ne reste qu'à faire l'application numérique. 667 10 moins 11 fois la masse de la Terre. C'est 7,33 10 à la puissance 22 divisé par le rayon lunaire, c'est 1,74 kilomètres. On doit le convertir en mètres 10 à la puissance 10 à la puissance 3, ça en kilomètres, fois 10 à la puissance 3 pour le convertir en mètres, le tout au carré. Ça donne G0L est égal, avec calculatrice, ça donne 1,61 mètres seconde moins 2, c'est une accélération, où nous notons newton par kilogramme. Newton kilogramme moins 2. Nous remarquons, nous savons que l'accélération de pesanteur à la surface terrestre est égale à 9,81 mètres seconde moins 2. Et une question viendra par la suite pour cette comparaison-là. 223. Dans cette question-là, le champ de pesanteur lunaire expliquait pourquoi l'astronaute parle alors de faible de gravité sur la Lune. Dans son expression, si on parle de la gravité, cette gravité elle est liée à une grandeur physique qui est l'intensité de pesanteur, si vous voulez, à la surface lunaire, ou l'intensité de champ de pesanteur. Et vous voyez, lorsqu'il a parlé une faible gravité, c'est, il a derrière dans sa pensée la gravité terrestre. Donc, sur Terre, cette valeur de G0T, elle est donnée. C'est 9,81 newton kilogramme moins 1 sur la Lune. C'est G0L est égal à 1,61 newton kilogramme moins 1. En parlant de faible gravité, il compare il compare cette valeur-là à celle de la Terre. Donc, comparant
comparant G0L à G0T, la gravité lunaire est très faible devant celle de la Terre. Peut-être il a l'habitude de jouer du golf l'habitude de jouer de golf, de donner des coups, et il aperçoit que les coups qu'il réalise ne sont pas de cette portée. C'est pour cela qu'il a essayé d'expliquer ce qu'il voyait sur la Lune comme étant une faible gravité. On passe à la question 2.3. La question 2.3, mouvement d'une balle de golf dans le champ de pesanteur lunaire. Dans cette partie, on fait l'hypothèse que le champ de pesanteur lunaire est uniforme et que sa valeur GL à la surface c'est 1,61 Newton/kg-1. On se place dans un référentiel lunaire supposé galiléen. À l'instant t est égal à 0, l'astronaute frappe la balle du golf et lui communique une vitesse V0. Faisant un angle alpha avec l'horizontale, la balle de golf est modélisée par un point matériel grand M. L'origine de repère COIK est prise comme point de départ de la balle. Voici le schéma donné dans l'exercice. C'est un schéma usuel que nous utilisons dans un mouvement parabolique, mouvement d'un obus dans un champ de pesanteur. Sauf dans ce cas-là, on n'est pas sur Terre, mais on est sur la Lune. Donc là, c'est V0. Et voici la trajectoire. Là, c'est l'angle alpha. Là, c'est l'axe des X, l'axe des Z. Là, c'est I et là, c'est K. De là à là, on appelle la portée. Là, on note ce point P. On nomme la portée. C'est la portée de la balle. La portée de coup ou la portée de la balle. Première question. 231. C'est 2, 3. 2, 3, 1. Une première modélisation de mouvement conduit à l'expression suivante des coordonnées de vecteur position au M de la balle. Alors, lors de son mouvement, dans ce cas-là, ils nous ont donné OM le vecteur position. Là, c'est x de t est égal à V0 cosinus alpha fois t et z de t est égal moins 1,5 GL t carré plus V0 sinus alpha fois t. Donc la question, à partir de coordonnées de vecteur vitesse de la balle de golf, montrée dans le modèle utilisé, seule la force d'interaction gravitationnelle a été prise en compte, détailler la démarche à suivre. C'est-à-dire comment
ne sont pu arriver à ces coordonnées de vecteur position. Donc, on va partir de deuxième loi de Newton. Dans ce cas-là, deuxième loi de Newton, la seule force qui s'exerce sur la balle, si je mettrais là grand M, il y a le poids de cette balle sur la Lune. Donc l'unique force c'est P qui est égal à MAG. Et dans ce cas-là, c'est MGL est égal à MAG. Ça veut dire que GL, l'accélération du mouvement, c'est le vecteur, c'est AG. En projection sur les deux axes, on voit qu'à la projection de G sur l'axe des X, c'est 0. C'est l'axe des Z, c'est moins G. Là, c'est GL qui est égal à A. On aura ici AX et AZ. De là, on tire que A selon X est nul et A selon l'axe Z est égal à moins G. Donc, on peut, à partir de là, on sait que A est égal à D de V sur dt, ce qui nous permet d'écrire que A0 et moins G est égal à D de Vx sur dt, D de Vz sur dt. Et de là, on tire que le vecteur vitesse, là, c'est V0 selon x, puisque sa dérivée est nulle. Et autre que la vitesse initiale selon l'axe des x. Ça sera V0 cosinus alpha. Et Vz, ça sera moins, c'est la primitive d'une constante, c'est moins g fois t, plus la vitesse initiale selon cet axe, n'est autre que V0. Là, V0, nous avons déjà travaillé ce type d'exercice, V0 sinus alpha. Ce qui nous permet d'aboutir au vecteur position. Là, c'est d de x sur d OM. On va écrire que V n'est autre que qu'il y a V0 cosinus alpha. Et là, c'est moins g fois t plus V0 sinus alpha est égal à d de OM sur dt, qui est égal à d de x sur dt et d de z sur dt. Par simple calcul d'intégration ou l'intégrale ou la fonction primitive, on tire les expressions qui ont été données là. Donc OM, donc la constante, ça sera une fonction qui est, c'est V0 cosinus alpha fois t, plus une constante qui est l'abscisse à l'origine de temps, puisque le point M à l'instant t est égal à 0 se trouve en haut, donc ça sera 0. Et là, de la même façon, la fonction, ça sera moins n demi gt carré, plus V0 sinus alpha fois t, plus 0, de la même façon, le point à l'instant t est égal à 0, z0 est égal à 0. Voilà la question qui concerne 231. On passe à 232, la question suivante. La portée de coup est la distance entre le point de lancement O et le point d'impact P au sol.
pour une même valeur de vitesse V0. On donne la représentation de la modélisation de la trajectoire de la balle pour différentes valeurs de l'angle alpha. Je vais faire le schéma tout à l'heure. Petit a, la portée des coups est donnée par l'expression xp. En quoi cette expression est-elle cohérente avec les représentations de trajectoire sur le graphique ci-dessus? Donc en résumé, la première des choses, la donnée c'est que pour la même valeur c'est la question 232, 232. Ils ont fait série de tests avec la même vitesse initiale qui est V0. Seulement on modifie l'angle avec lequel s'effectue le lancement. Et nous voyons avec 75. Et là, 15. Là, 15 degrés. Et là, 75 degrés. Un autre test avec 60. Et avec 30. Là, c'est 30 degrés. Là, c'est 60 degrés. Il ne reste un seul test, c'est celui. On utilise 45. Je reprends pour 30, là. Et 15, ça sera au-dessous, là. Il me reste, que je viens de dire, que 45. Là, c'est 45. Donc la question cette question c'est ils nous ont donné la portée xp qui est égale à V0 carré sinus de 2 alpha sur GL. Donc la question, en quoi cette expression est-elle cohérente avec les représentations des trajectoires données devant vous? Donc on voit ici que la portée, on est dans le même lieu, c'est-à-dire GL elle est la même. On suppose que le joueur utilise la même vitesse initiale, ce sont les données de cette question. Donc, on voit que la portée de coup, elle varie avec l'angle alpha. On constate, si nous essayons de calculer alpha pour les deux valeurs, si alpha est égal à 15 degrés ou alpha est égal à 75 degrés, par calcul, on trouvera que le sinus en valeur absolue, le sinus de 15, de 2 fois 15, la 15 et la 75, 2 fois 15 est égal au sinus, valeur absolue de 2 fois
75. Donc, avec une calculatrice, donc sinus de 30 et sinus de 150. Ça donne 0,5. Donc, sinus de 50, sinus de 30 est égal à 0,5 et sinus de 150 est égal à 0,5. De même, si nous prenons sinus de 30 fois 2, c'est 60. Donc, sinus de 60, c'est 0,866. Et sinus de 120, c'est 0,866. Donc, à partir de cette expression-là, en gardant la même valeur, si nous faisons le rapport, en gardant la même valeur, on trouvera que vraiment cette représentation graphique, elle est en accord avec cette expression-là. Donc, l'angle de tir 15 donne une portée égale à la portée avec un angle de tir de 75. Et ici, 60 et 30, ici 45, ça sera la somme des deux, ça sera 90. La somme des deux, c'est 90. Et là, 45, parce que la solution, ça donne 45, 45. C'est pour cela que nous avons trouvé qu'un seul schéma pour 45. Et à partir de là, autre lecture de ce schéma-là, nous constatons que l'angle de tir de 45 sur le schéma a la plus grande portée. Donc la portée maximale correspond à un angle de tir de 45. Ça se voit évidemment avec la même vitesse et dans le même lieu. XP elle est maximale lorsque le sinus de 2 alpha est maximal, c'est-à-dire que 2 alpha, sinus de 2 alpha soit est égal à 1, c'est-à-dire que 2 alpha doit être égal à 90 et par la suite alpha doit être égal à 45. Donc si cette représentation elle est conforme avec l'expression. Donc, ce qui explique que la portée maximale, correspond à la valeur de cet angle qui est de 45. On passe à la question B. Alan B. Shepard, c'est notre astronaute, se place dans les conditions les plus favorables afin d'atteindre un record sur la Lune. Et il communique à la balle une vitesse initiale V0 de 100 km par heure. La valeur de la portée de son coup est alors de 470 mètres. À quelle distance aurait-il pu envoyer la balle sur Terre avec les mêmes conditions initiales? Commentez. Donc, son expérience sur la Lune avec la même vitesse initiale et le même angle de tir, il a réalisé une portée de coup qui est de 470. Nous voulons déterminer dans les mêmes conditions quelle serait la portée de coup sur Terre. Donc, c'est la question B, 203, 2B.
Remarquez bien que cette étude que nous avons faite, nous pouvons l'écrire d'une façon générale que une balle de masse M dans un champ de pesanteur G qui s'effectue avec un angle de tir alpha avec une vitesse initiale V0, c'est toujours xp qui est égal à V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Qu'il soit sur Terre ou sur Lune ou sur Mars, cette expression toujours elle est valable tant qu'on trouve dans les conditions où on considère que l'unique force exercée sur la balle est son poids sur cette planète-là ou sur la Lune ou un autre. D'accord? Donc, on va essayer de mettre xpg qui est égal à V0 carré sinus de 2 alpha. Il ne varie pas sur G, L. Et la portée sur la Terre, ça sera avec la même vitesse, même angle de tir, mais GT. Donc pour la C2 et la C1, on mettra 2 sur 1. Ça veut dire que XP sur Terre sur XP sur la Lune est égal, on aura A sur B, et ainsi de suite, je vais le mettre, c'est V0 carré sinus de 2 alpha sur GL, le tout sur V0 carré sinus de 2 alpha sur GT. Et ça donne GT sur GL. D'accord? C'est A sur B fois l'inverse. Et on en tire que XP sur Terre est égal à XPL fois GT sur GL. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends ce que j'ai fait là. Là, c'est XP de T. Donc, ça sera GT. Et là, c'est GL. J'ai mis la relation 2 sur la relation 1. Donc, celle-là sur celle-là. Et par la suite, ça sera GL sur GT. Voilà. GL sur GT. Et de là, on tire l'expression X, la portée de la balle sur Terre est égale à la portée de la balle sur la Lune fois GL sur GT. Par calcul, en utilisant une calculatrice, ça donne presque ce X. Donc, ça sera 1,61 sur 9,81 fois 470. Donc, c'est presque 77,1 mètres. 77,1 mètres. Donc, une justification. S'il jouait dans les mêmes conditions sur Terre, la balle n'aura comme portée que 77 mètres. Alors que sur la Lune, c'est 470 mètres. Évidemment, si nous revenons à l'expression de cette portée, nous voyons que plus G est petit, plus la portée est grande. Plus G est grande, plus la portée est petite. Et puisque l'accélération de pesanteur de la Terre est supérieure à celle de la Lune, c'est tout à fait normal que la portée XP sur Terre, la XP sur Terre, sera plus petite. Troisième partie. Communication entre la Lune et la capsule Apollo. Quand elle arrive au voisinage de la Lune, la capsule Apollo
est mis en orbite à une altitude h égale à 110 km. Son mouvement est circulaire et uniforme autour du centre de la Lune, le centre d'inertie de la Lune. Le module lunaire qui est le LEM est alors envoyé sur la Lune avec 2 astronautes à son bord. Le 3e astronaute reste à bord de la capsule Apollo. On donne le schéma que représente l'orbite de la capsule Apollo autour de la Lune. Les échelles ne sont plus respectées. Voici le schéma. Donc, la Lune, voici son centre et la capsule Apollo. La capsule Apollo a une altitude h. Là, c'est RT. À cette place-là, il y a le LEM qui a été envoyé sur la surface de la Lune. Donc, là, c'est un angle bêta. Cette partie-là, c'est un arc. Un arc qui est sur la trajectoire. Et ceci, c'est l'orbite de la capsule Apollo. Donc, l'étude du mouvement de la capsule se fait dans un référentiel lunocentrique, supposé galiléen, défini par le centre de la Lune supposé sphérique et 3 axes dirigés vers 3 étoiles fixes. Dans cette étude, on néglige la rotation de la Lune sur elle-même dans le référentiel lunocentrique. 3.1. Donner l'expression de la valeur de vecteur accélération de la capsule sur son orbite en fonction de G, de L, de ML, de H et de RL. Donc, ça c'est 3.1. Nous appliquons la deuxième loi de Newton, que sigma des forces extérieures est égal à M fois A fois AG. Là, on peut considérer que cette capsule comme un poids matériel. Donc, ça sera uniquement la force, soit le poids, soit... là, nous avons fait l'approximation, c'est P est égal à M, A. Et P, dans ce cas-là, nous l'avons traité dans une autre question. P, ça sera... On va choisir la CN, la CU. Dans le référentiel, là, ça sera G, grand M L, petit m, sur R, L plus H, le tout au carré fois N. Ça, le poids, c'est ni autre que F de L sur S. Et dans le repère de Fresnel, qui est M, qui est la capsule N et U,
on peut écrire que ce P est égal à MA, qui est égal à MV carré sur R carré, et ici c'est M d de V sur dt, sans oublier que ce R, c'est M V carré sur RT plus H, le tout au carré. D'accord? De là, on tire que ce G grand M L fois petit m sur R, là. Sur R. Là, R carré, et là, c'est R. RL plus H, le tout au carré, est égal à M V carré sur RT plus H, et 0 est égal à D de V sur dt. On simplifie par M, et on aura V carré est égal, on simplifie par R par M et par RT plus H, et ça reste G fois grand M L sur RL plus H. Et nous écrivons l'expression de j'ai donné l'expression de la valeur de l'accélération. Donc là c'est la question, la première question, je l'ai sautée, j'ai fait 2 en 1. En réalité, la première question A, c'est l'accélération, et là c'est V carré sur R qui est égal à V carré sur RL plus H. Et là, c'est D de V. C'est AT qui est égal à D de V sur DT. Et là, c'est AN. Voilà la première question. Donner l'expression, c'était 3,1. Donner l'expression de vecteur vitesse en fonction... et là, c'est 3,2. 3,2, montrer que la vitesse V, c'est montrer que la vitesse V est égale à la racine carrée de G fois ML sur RL plus H. On nous demande d'établir cette relation, et c'est ce que nous avons obtenu ici, c'est V, c'est la racine carrée de G fois ML sur RL plus H. Voilà la question 3.2. La question 3.3. Vérifier que la durée entre deux passages successifs de la capsule Apollo à la verticale de module lunaire posé sur la Lune est environ 2 heures. D'abord, on relit cette donnée. Expliquer vérifier que la durée entre deux passages successifs de la capsule Apollo à la verticale de module lunaire posé sur la Lune est environ 2 heures. Ce qu'il nous demande ici, c'est deux passages successifs. En réalité, c'est la période de révolution. D'accord? La période de révolution. Donc, à partir de là, je vais essayer d'effacer cette partie-là et garder cette expression, on aura besoin pour la question qui suit. Donc, je viens de dire que cette durée n'est autre que la période. Il suffit de... C'est la question 3.3. Une durée successive, c'est la période. Donc, on aura V est égal à RL plus H fois oméga, en appliquant pour un mouvement circulaire uniforme V est égal à R oméga,
avec R, c'est le rayon de l'orbite. Et le rayon de l'orbite ici, c'est RL plus H. Et oméga est égal à 2pi sur T. Et de là, je remplace, j'aurai V qui est égal à RL plus H fois 2pi sur T. Celle-là doit être égale, je mettrai V carré. Donc V carré est égal à RL plus H au carré fois 4pi carré sur T carré, qui est égal à G fois grand M L sur RL plus H, qui est égal à cette quantité-là, c'est RL plus H le tout au carré fois 4pi carré sur T au carré. Et je vais ordonner cette écriture en écrivant que T carré est égal, c'est 4pi carré fois RL plus H à la puissance 3 sur G fois grand ML. Et par la suite, cette période T est égale, c'est 2pi, la racine carrée de RL plus H à la puissance 3 sur G fois ML. Donc, il suffit de faire l'application numérique de cette expression-là. Donc, T est égal à 2pi fois la racine carrée. RL, le rayon, c'est 1,74 10 à la puissance 6 plus l'altitude, c'est 110 km, ça veut dire 110 fois 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 3, sur 6 fois 0,66, 10 moins 11, fois la masse de la Terre, fois la masse de la Lune, c'est combien? C'est 7,33. 7,33 fois 10 à la puissance 22. Je vais essayer de prendre la calculatrice et d'essayer de... Donc, ce calcul-là, il nous donne cette valeur. Et le calcul final, fois 3600, ça nous donne égal C2pi fois 7001, 7146,64. Là, c'est en secondes. En divisant par 3600, on trouve que T est égal à 1,99 heures, c'est-à-dire T et son second est égal à 2 heures. Donc, on retrouve bien la valeur mentionnée dans la question. La question 3-4. Expliquez pourquoi la communication entre les astronautes sur la Lune et le collègue qui reste dans la capsule ne peut se faire que sur la partie de l'orbite représentée en gras. Ça veut dire là, il y a une communication pour communiquer, il utilise cette zone-là. Donc, la communication ne peut se produire que dans cette zone. Ça veut dire, une fois qu'il arrive à cette position que fait l'angle alpha, bêta, il commence à être en liaison. Et lorsqu'il arrive à ce point, on mettra grand A. Et là, grand B. Ils ne peuvent plus communiquer avec cette cosmonaute, avec leur ami qui est sur
sur la capsule Apollo. Donc, la communication, la question pourquoi les astronautes qui se trouvent sur la surface lunaire communiquent avec leurs camarades qui est en capsule. Normalement, dans cette question, on nous demande pourquoi la communication ne peut se faire que lorsque la capsule se situe dans cette position-là, de A vers B. Et n'oubliez pas que le schéma ici, nous considérons que à la surface se trouve là. Normalement, le schéma n'est pas, je dois, pour bien faire le calcul, je vais refaire le schéma avec exactitude. Donc, voici la Lune, c'est là où il y a le LEM. Donc, le schéma était que à partir d'un point là A et à partir d'un point B qui est symétrique là, il y a voici l'orbite. Donc, ils nous ont dit que la communication entre eux n'est possible que sur cet arc-là. D'accord? Les données, là, c'est l'angle bêta. Là, c'est RL. Et là, c'est H. Et là, c'est RL aussi. Donc, on suppose que l'LM, il est là. Pourquoi uniquement dans cet arc? Pourquoi on ne peut pas faire une communication lorsque le LEM, il est là? N'oublions pas que nous avons vu dans les propagations d'une onde électromagnétique, les ondes se propagent en ligne droite. Donc, s'il y a une communication, l'onde doit parcourir cette ligne-là. Il ne peut pas dévier de ce côté ou de ce côté-là. Donc, en traçant la droite qui est tangente à la surface lunaire, il nous donne ces deux points A et B. Donc, ils seront captés uniquement. Ce côté-là, cette partie-là, il est cachée. D'accord? Donc, automatiquement, on ne peut pas avoir une communication autre que dans la position de l'arc AB. Donc, on écrira une phrase que puisque les ondes électromagnétiques se propagent en ligne droite, donc la communication ne peut soit de ce côté-là, évidemment en orientant. Ça, c'est la limite. On peut avoir ici, on peut avoir là, on peut avoir là. Il n'y a pas d'obstacle. Là, là, et là, et là. Et c'est la limite ici. Donc, ce côté-là, on ne peut pas avoir de communication dans cette région. Voilà la justification. Pourquoi cette communication ne peut se faire que dans cet arc-là. Donc, si vous voulez écrire une phrase, la voici. La communication entre la capsule Apollo et le module lunaire ne peut se faire que s'il n'y a pas d'obstacle entre les deux. Les ondes électromagnétiques se propagent en ligne droite, ce qui correspond uniquement à la partie de l'orbital qui est entre A et B. Voilà la question, c'était la question 3-4. La question 3-5. Donc, si la communication ne s'effectue qu'entre A et B, il nous demande combien cette communication va durer. C'est la question 3-4. Quelle est la durée de communication possible à chaque révolution de la capsule? Toute démarche, même non aboutie, sera valorisée. Donc là, il suffit de connaître la première des choses, c'est le temps mis par le LEM d'aller de A à B.
C'est-à-dire, pour connaître la durée de communication, il suffit de connaître le temps mis pour aller de A à B. Pour déterminer le temps, nous savons que la rotation est le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Connaissant la longueur de cet arc, nous pouvons déterminer la durée que lui correspond. Ou connaissons cet angle-là, bêta, mais on aura deux bêta. Donc la première des choses, calculer bêta. Et à partir de bêta, nous pouvons calculer l'angle de rotation, c'est 2 bêta. Et avec cet angle-là, qui est 2 bêta, nous pouvons déterminer la durée qui lui correspond. Donc, nous pouvons maintenant procéder à la méthode qui nous permettra de calculer cette durée de communication. Donc, premier tiré, c'est que déterminons l'angle bêta. On peut dire que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, nous pouvons dire que delta de θ est égal à oméga fois delta de t. Donc, si nous connaissons delta de θ est égal à 2pi sur t fois delta de t, et ce t-là, c'est le temps de révolution de l'ELEM sur la Lune, et connaissant ces deux bêta, nous pouvons calculer cette durée-là. D'accord? Donc, d'après le schéma que vous avez devant vous, ce triangle-là, si je prends le cosinus de bêta, est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse qui est RL plus H. N'oublions pas que H c'est 110 mètres. Donc nous pouvons calculer bêta. Bêta c'est arc cosinus de RL sur RL plus H. Donc C2 delta de θ est égal à 2 bêta, qui est égal à 2 arc cosinus de RL sur RL plus H. Donc de là, nous pouvons déterminer une relation avec ce delta de θ, c'est 2pi sur t fois delta de t, qui est égal à 2 arc cosinus de RL sur RL plus H. N'oublions pas que t c'est la période et delta de t ce que nous cherchons. Donc delta de t sur grand T est égal à 1 sur 2pi fois 1, ces 2 avec 2 se simplifie, donc 1 sur 2pi arc de cosinus de RL sur RL plus H. Et là, c'est 2 heures. En calculant ce rapport-là, nous pouvons déterminer la valeur de delta de t. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser ce arc cosinus, il suffit de calculer, je mettrai RL sur, je ferai l'application numérique par la méthode classique, je mettrai le cosinus là de bêta, c'est RL c'est 1,74 10 à la puissance 6 divisé par 1,74 10 à la puissance 6 plus 110 10 à la puissance 3.
il nous donne 0,94. Là, sans passer par cette méthode, on peut dire que cosinus de bêta est égal à 0,94 et je mettrai shift cosinus. Ça donne 19,9 à peu près. Bêta, c'est 19,9 degrés. Fois 2, ça donne 39. 2 bêta, ça donne 39,71 degrés. D'accord? Pour ce, nous avons déjà déterminé une autre méthode. Là, nous devons calculer arc cosinus de celle-là, c'est je compléterai là, c'est 1 sur pi, et là, c'est arc, c'est combien? Là, c'est bêta. Là, c'est bêta. Bêta, c'est 19. 19, c'est à peu près 19,9, c'est à peu près 20. Mais je dois utiliser en radian. Soit je peux mettre ce pi, cet état en radian, c'est 20, et je remplacerai ce pi par 180. C'est la même chose. Vous pouvez faire plusieurs façons de répondre. Soit je convertis là 1 sur pi, et là je dois convertir ce 20 degrés, je mettrai 20 fois 3,14 divisé par 180, et ça donne 0,34 en radian pour avoir, et là divisé par 3,14, j'aurai 1 sur 9. D'accord? Donc delta de t sur t. Donc de là je tire que delta de t, ça sera t sur 9. T c'est combien? C'est 2 heures. 2 heures sur 9. Ça donne 2 divisé par 9. 2 divisé par 9, ça donne 2, c'est 0,222. C'est en heures multiplié par, je vais les convertir en secondes, fois 3600, ça donne 800. Donc delta de t, c'est à peu près 800 secondes. Si nous voulons diviser par 60, ça donne 13,33 minutes. Donc la durée de communication ne peut, en 2 heures de révolution, la communication ne peut durer que 13 minutes,33 minutes, 13,33 minutes. Voilà la durée de communication que peut réaliser l'équipe sur la surface lunaire avec leur camarade qui est sur la capsule Apollo. Voilà l'exercice en totalité. Merci de l'avoir suivi.